Bon allez, ce matin, je repars à l'aventure direction la ville d'Oslo. Donc je dois prendre le bus, métro et un autre bus je crois pour me rendre à l'ambassade de France directement pour valider ma procuration. Et puis ensuite, on va rester la journée sur Oslo pour découvrir cette ville, la capitale de la Norvège. Donc c'est parti, ils annoncent 21 degrés, grand soleil, je suis en short, c'est parfait. Bon alors là je suis arrivé au niveau du théâtre national, National Theatre, avec un grand parc, mais bon on reviendra par ici. Là c'est direction l'ambassade directement, j'ai pas envie de louper le rendez-vous. Enfin il n'y a pas de rendez-vous d'ailleurs, mais c'est pas ouvert très longtemps. Donc j'ai pas envie de le louper et ensuite on viendra se balader par ici. Bon ça y est, après 3 arrêts avec le tram, je suis arrivé dans le quartier des ambassades, il y a plein d'ambassades. Donc on va se balader aussi un petit peu après, une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire à l'ambassade de France qui est juste à côté là, juste en face de l'ambassade de la Russie justement. Mais voilà, on se baladera un petit peu ici puisque ça a l'air assez sympa, assez coté, assez riche évidemment, comme tous les quartiers d'ambassade dans chaque grande ville. Donc on se baladera un petit peu par ici et puis ensuite on ira un peu plus vers le centre. Bon ça y est, j'ai réussi à faire valider ma procuration à l'ambassade de France. Et ici c'est un peu le quartier des ambassades, hein, vraiment. Là-bas il y a un autre bâtiment d'ailleurs de l'ambassade de France. Je pense que c'est la partie un peu plus résidentielle. Donc nous on va se balader un petit peu justement dans cette zone qui est évidemment très calme, très surveillée aussi, il y a plein de caméras, avec de belles petites maisons là notamment, juste en face de nous. Ça continue de grimper un peu et puis on va se balader un peu ici avant d'aller un peu plus vers le cœur de la ville ensuite dans la journée. Bon là je suis monté un peu sur les hauteurs, on a l'ambassade d'Autriche, l'ambassade de Slovénie juste ici, et on a surtout des maisons assez incroyables, notamment celle-ci, mais celle qui est derrière moi aussi, assez jolie, assez grande. Bref, c'est quand même le quartier un peu riche, aisé, je pense, de Norvège, mais de manière générale, de toute façon, Oslo est une ville très riche, donc je pense que voilà, c'est l'un des quartiers riches, mais pas le seul. Je suis toujours en train de me balader là dans ce petit coin. On va aller après se prendre un petit café comme d'habitude, hein, pour voir notamment la différence de prix entre ici et la Suède. Mais voilà, en tout cas ce quartier est vraiment très sympa, très calme, plus en mode résidentiel, plus on va dire justement. Bon là en gros on a des lotissements un peu privés et surveillés avec de très grosses maisons, voire villas, un peu sur les hauteurs en réalité de Oslo. C'est vraiment très sympathique. Ouais, si je vous mets un peu la cam, voilà, des belles petites maisons comme ça. Alors en réalité c'est plusieurs petits appartements, hein, mais c'est dans un gros immeuble. Franchement très sympa par ici.
Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur une petite île qui est juste à côté de là où je suis actuellement, donc on va en profiter pour y aller. Une petite île qui est assez sympathique normalement, avec une petite marina, un port de plaisance, etc. Et une fois qu'on a fait le tour de cette petite île, on reviendra par ici et on ira un petit peu plus loin, notamment dans le parc, l'un des plus grands parcs ici à Oslo, qui est vraiment très sympathique, que mon hôte m'a conseillé d'ailleurs de faire. Donc comme ça on va faire toute cette zone aujourd'hui et puis ensuite on ira se poser dans un petit café pour aller manger. Peut-être qu'on se posera dans un café avant d'aller au parc, on verra ça, mais dans tous les cas, direction cette petite île pour maintenant. Ça y est, on est arrivé sur l'île. Alors justement, cette balade, c'est ce qu'on va pas faire, tout simplement, puisque nous on est là, l'île est par ici. Et en gros, ça c'est le cœur d'Oslo et notamment le long de l'eau. Donc on va pas le faire tout simplement, puisque nous on va rester ici sur cette île. Et puis on va bien tout simplement se balader. Alors c'est pas une petite île, hein. En réalité c'est une très grande île. C'est assez sympa normalement pour courir, pour faire du vélo, etc. Nous on va le faire en marchant. Mais ça devrait être sympa aussi. La montagne de la Reine faisait partie du système de parc du manoir royal de Big Day depuis le XVIIIe siècle, majoritairement occupé par la forêt de tilleuls. Le début du parc public de Big Day fut proclamé par Karl Joens en 1837 et fut nommé Desidelia en l'honneur de son épouse. Super sympa, il y a un petit sentier là qui suit l'eau tout simplement. C'est vraiment cool. Il y a un gros bateau de croisière là juste en face de nous. Tout ce petit port de plaisance, qui est pas petit d'ailleurs, et puis les maisons ici en hauteur. Le centre d'Oslo lui est juste un petit peu après justement le bateau de croisière, donc on va y aller de toute façon dans la semaine, mais voilà, on profite de ces petits instants nature. Après la dissolution de l'Union en 1905, le parc fut laissé à l'abandon et envahi par la végétation. Ce n'est qu'en 2017, à l'occasion du 70e anniversaire du roi Harald V et de la reine Sonja, que le gouvernement offrit en guise de cadeau 10 millions de couronnes afin de restaurer le parc ainsi que plusieurs bâtiments et monuments. Soit on pourrait aussi sortir un peu des sentiers battus et partir un peu plus dans la forêt. Mais en réalité, le bord de l'eau est vraiment sympa, hein. Regardez ça. Et le chemin est vraiment super cute. Donc voilà, on va rester sur ce sentier pour l'instant et puis on verra un petit peu jusqu'où ça nous mène. Cette île, elle est notamment connue pour ses petites plages, mais également ses sentiers de randonnée. On peut y aller évidemment en marchant, en courant, à vélo. Il y a aussi des voies en voiture, puisqu'il y a notamment des musées, le musée de la marine, il y a un autre musée norvégien, bref. Il y a quand même une vie ici, il y a aussi des maisons, des restaurants, etc. etc. Donc c'est assez sympa, c'est quand même une île qui vit, mais dans la nature. Et ça c'est quand même plutôt cool, puisqu'on est juste à côté du centre de Oslo. Juste ici, derrière ces grilles, on a donc le Oscar Hall qui a été construit par le roi Oscar I et la reine Joséphine dans les années 1847-1852. C'est un palace tout simplement royal à l'époque en tout cas, puisque désormais je crois que c'est devenu un musée et un restaurant-café. Mais voilà, c'est fermé aujourd'hui donc on ne peut pas y aller a priori. Le palais d'été de la famille royale a été construit au milieu du 19e siècle à la demande du roi Oscar Ier dans un style néogothique. On continue notre petite balade au niveau de cette île avec des faux rhinocéros bien évidemment dans les champs, puisque des rhinocéros ici à Oslo, c'est un peu chelou hein.
Bon, alors avant de repartir vers la civilisation, notamment avec le musée folk, entre guillemets, norvégien, on a ici une petite explication justement de la création de ce parc qui a été construit par la famille royale dans l'idée d'avoir un parc national à côté de la ville d'Oslo, de la grande ville, donc une sorte de parc city, un petit peu un parc de la ville, inspiré des grandes villes justement européennes à l'époque. Donc c'est assez intéressant et ça a été notamment décidé en 1837, donc au cours du 19e siècle, ce qui est plutôt bien. Et toute cette zone a été protégée a priori à partir du 17 février 2012 par la culture environnementale, donc ça c'est plutôt cool également. Allez, on continue notre petite visite. Fondé en 1894 par Hans Hall, le musée folklorique norvégien est dédié à l'histoire culturelle de la Scandinavie. La collection d'Oscar II fut prise en charge par le musée dès 1907. Fondée en 1881 et ouverte au public en 1882 à proximité d'Oslo, les collections du roi Oscar II de Norvège et de Suède sont considérées comme le premier musée en plein air au monde permettant de renforcer les liens entre le monarque et la nation. Parmi les collections qui constituent le paysage du musée en plein air, la campagne est reconstituée autour de fermes provenant de différentes régions ainsi que de plusieurs bâtiments individuels du nord au sud de la Norvège. Au total, la collection architecturale du musée folklorique norvégien comprend 181 bâtiments et environ 768 éléments de construction provenant de toute la Norvège, du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Dans la partie dédiée à la vieille ville, on retrouve des bâtiments datant principalement du XVIIIe et XIXe siècle, autrefois situés à Oslo, Brevik ou Kragerø, ce qui devait permettre de montrer comment les anciens vivaient et travaillaient pour son fondateur est devenu un véritable témoignage du passé, entretenant l'histoire de la Scandinavie et de la Norvège. Bon, et donc là on est arrivé dans la partie un peu plus résidentielle de cette île, donc on a évidemment les musées, mais on a aussi les petites maisons qui sont pas si petites que ça. Je pense que c'est pas donné par ici également, puisque c'est vraiment super cute. Donc on va se balader un petit peu ici, et puis ensuite on va continuer pour aller jusqu'au bout de cette île avec un autre musée, le musée de la marine donc, et puis on reviendra tranquillement par l'autre côté. Vous vous souvenez de notre maison construite par le roi? Eh bien elle est juste ici, juste derrière sur les hauteurs. Moi je suis arrivé là sur le grand port de Plaisance, sur la marina. Donc on va repartir un petit peu plus vers les terres pour se diriger ensuite vers le bout de l'île, puisque là on est plus sur la gauche vers Oslo tout simplement, vers le centre-ville d'Oslo. Mais voilà, en tout cas c'est assez calme, très sympa par ici. Allez, là on se dirige vers une nouvelle pointe de l'île où il y a normalement 3 musées, dont le musée de la marine, le musée maritime. Alors on va pas le faire forcément, mais en tout cas on va aller par là-bas pour voir un peu ce qu'il y a. Il y a aussi un mémorial de la Seconde Guerre mondiale et il y a des gens qui font des travaux, comme d'habitude. Un peu partout ici en réalité, il y a beaucoup de nouvelles maisons aussi qui sont en train d'être construites. Mais voilà, nous on continue en tout cas notre petite balade dans ce superbe quartier.
Bon, cette zone, elle me rappelle un peu Hambourg, la ville allemande où on est déjà passé sur notre chemin. C'est un petit peu le même genre de grosses maisons, voilà, un quartier vraiment très luxueux avec une superbe vue sur la nature, les forêts, le petit cours d'eau qui passe à côté, etc. Franchement, c'est vraiment super sympa, hein, très très calme. Le musée de l'exploration polaire rappelle l'importance qu'a eu le Fram et la Norvège à l'ère des explorateurs polaires. En plus du navire polaire en bois, le Gjoa, premier navire à avoir franchi l'intégralité du passage du nord-ouest, est également exposé dans un bâtiment annexe. Non loin d'ici, le musée des navires vikings abrite notamment le bateau d'Osberg, plus grand bateau tombe du monde, mais également le bateau de Gokstad et le bateau de Tuné, ainsi que divers objets nous plongeant dans l'ère viking. Bon, ça y est, je suis arrivé au niveau du musée maritime juste derrière moi. Ces deux grands bâtiments très très moches, et bien c'est le musée maritime tout simplement. En tout cas cette partie-là. Et en l'occurrence cette partie-là, en gros, il y a un grand bateau au milieu. Et puis il y a des petites salles a priori sur les côtés. Alors on va pas y aller, hein, on va pas rentrer dedans, même si ça a l'air assez intéressant en réalité. Mais bon, on va continuer de se balader plutôt dans cette petite zone. Et surtout de profiter de cette vue sur le cœur d'Oslo. Bon allez, je repars, moi je quitte cette zone et puis on va continuer un petit peu plus et bien tout simplement vers le reste de l'île pour découvrir un peu tout ça et puis ensuite on se retrouve vers le centre. Ça y est, j'ai réussi à avancer un petit peu puisqu'il y a des travaux un peu partout là dans cette zone, c'est incroyable. Ils sont en train de construire d'énormes maisons mais également en train de refaire la chaussée, bref, c'est un sacré bordel là, pour être poli. Nous on arrive au bord, regardez-moi ça, cette vue dans un petit parc avec une superbe vue là, au bord de la mer. Alors c'est pas vraiment la mer, en réalité c'est un bras de la mer, mais bon, on va se poser un petit peu ici je pense pour profiter, il y a quelques plages etc. Le domaine de Big Day Kongsgard possède une histoire qui remonte au XIIe siècle, passant des mains des moines du monastère cistercien de Hovedøy à celle de l'État et du pouvoir royal. Ça y est, je suis ressorti de cette petite ferme. Alors là, a priori, il y a des militaires. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, cette ferme et cette zone, c'est l'endroit officiel, la résidence officielle d'été du roi de Norvège. Donc voilà, c'est également un musée et la propriété royale s'appelle Big Doy. C'est un peu la zone ici où on est tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a la petite couronne également sur les toits. Là-bas, on a donc la ville d'Oslo. On y va, enfin.
Le quartier Skyen s'est développé à partir des années 80 sous l'impulsion des activités commerciales. Après cette petite pause café et déjeuner tardif, mais déjeuner quand même, on va continuer de se balader un petit peu dans toute cette zone pas très loin de l'île que l'on a visité ce matin. Et là on se retrouve dans le quartier donc, qui s'appelle Ullern. Alors je ne sais pas comment ça se prononce comme d'hab, mais bon, on va se promener un petit peu ici et l'idée c'est tout simplement de terminer vers le parc que l'on a un peu esquivé ce matin, mais justement dans l'idée d'y revenir. Donc c'est notre point final pour aujourd'hui. On a encore de belles petites choses à voir, à découvrir, puis de toute façon on reviendra sur Oslo dans les prochains jours. Alors ici on est sur les hauteurs un peu d'Oslo, ce qui veut dire qu'on a une super vue, un super panorama et c'est un peu l'un des points les plus hauts de la ville. Donc franchement super sympa, quartier résidentiel, pas accessible aux voitures, donc c'est encore très très calme avec beaucoup de bâtiments, des petites maisons mais surtout des immeubles avec de beaux appart-balcons. Juste ici à notre gauche on a donc ce quartier Ullern. On va pas forcément rentrer vraiment dans les détails sur ce quartier, enfin en tout cas aller à l'intérieur. Et en face de nous par contre on a notre fameux parc, le Frognerparken. Ça y est, on est arrivé dans ce fameux Frognerparken. Donc on va se balader un petit peu dans ce parc, il a l'air vraiment énorme et c'est super sympa parce qu'il y a plein de grands espaces comme ça, verts dans Oslo et tout autour d'Oslo, notamment des forêts sauvages, etc. Bref, c'est très très vert et on va pas s'en plaindre, ça fait vraiment du bien de marcher comme ça avec très peu de monde autour de soi dans ce genre d'endroit. Donc nous on va se balader un petit peu par ici, puis ensuite on va redescendre vers le centre-ville et voir un peu ce qu'on y trouve. À l'origine intégré au domaine du manoir Frogner, le parc devient un espace public à la fin du 19e siècle lorsque la ville rachète le terrain avant de commencer sa transformation en parc dès 1920. À l'intérieur du parc Frogner se trouve l'installation Vigeland, formée de plus de 200 sculptures créées par Gustav Vigeland qui explore des thèmes universels tels que l'amour, la famille, la lutte et le passage du temps. Et donc dans ce fameux parc on a ce monolithe qui est l'une des attractions les plus connues ici à Oslo, que je ne connaissais pas mais que l'on découvre par hasard, en tout cas je ne savais pas du tout où c'était. Le plateau avec le monolithe est la partie la plus impressionnante de ce parc avec cette imposante colonne de granit ornée de 121 figures humaines entrelacées symbolisant l'interconnexion de l'humanité et sa quête du divin. Bon, au-delà de cette sculpture et de ce monolithe, le parc en lui-même a l'air vraiment gigantesque et surtout, regardez ce cadre, c'est quand même super sympa avec une petite fontaine ici, vue sur Oslo là-bas au bout. Cette magnifique fontaine au centre du parc représente le cycle éternel de la vie avec des personnages soutenant un bassin géant d'où s'écoule l'eau. La roseraie parfumée ajoute également une touche de couleur et de charme au parc avec plus de 14 000 rosiers et 150 variétés de roses. Le pont est bordé de 58 sculptures en bronze dont certaines des œuvres les plus célèbres de Vigeland. Très très mignon, hein. Assez grand, hein. Vraiment très grand. Là, j'ai juste suivi mon allée principale mais franchement ça a l'air super sympa pour se balader. Et on est vraiment dans le cœur d'Oslo, hein. On est juste à côté en tout cas du cœur d'Oslo, donc ça c'est vraiment super. Là il y a une petite zone, alors je suis en train de descendre puisque je vais me rapprocher un peu de l'eau, ça avait l'air super mignon. Donc on va aller faire un tour et puis ensuite on va sortir du parc et puis on va continuer notre découverte d'Oslo.
C'est un véritable poumon vert en plein cœur de la ville, offrant une verdure plus qu'appréciable ainsi qu'une ambiance calme et paisible. Au cœur du parc se trouve Frogner House, un bâtiment historique du XVIIIe siècle qui abrite aujourd'hui le musée d'Oslo, offrant un aperçu de l'histoire et du développement de la ville, l'ensemble magnifié par de magnifiques intérieurs datant de 1750 à 1900. Bon, ça y est, on est arrivé au bout de ce fameux parc. Franchement, très joli parc, hein. Vraiment, ça vaut le coup de y faire un petit tour. Même si j'ai pas fait toutes les allées, en tout cas, même l'allée principale est vraiment magnifique. Donc ça vaut le coup de le faire. Maintenant, on sort d'ici par ces grandes portes et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver derrière justement ces grandes portes dans ce quartier qui se présente face à nous. Alors là, je viens d'arriver dans le quartier Majorstuen qui est situé à l'ouest d'Oslo. Donc on va voir un petit peu ce qu'on trouve par ici. Le quartier huppé de Majorstuen est une importante zone commerçante et gastronomique avec des restaurants norvégiens et français ainsi que des boutiques de créateurs de mode autour de la rue de Bogstadvihen. Au lieu de suivre la rue principale et d'aller vers le quartier Omensbein, je ne sais pas comment ça se prononce, on va rester dans ce petit quartier là et puis on va continuer de se balader un peu dans ces rues. C'est mignonne puisque là pour l'instant j'ai juste suivi la rue principale. L'église de Fagerborg, construite en granit de Skejberg dès 1901 est consacrée le 22 décembre 1903 dans des styles néo-romans et néo-gothiques adoucis par l'art nouveau. On est arrivé maintenant dans le quartier Adamstuen qui a l'air d'être un quartier beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille puisqu'on est déjà un peu à la bordure d'ailleurs d'Oslo. Mais l'idée là ça va être tout simplement de revenir un peu plus vers le centre, notamment vers le quartier Bislett et puis ensuite on va tranquillement prendre le chemin du retour. L'Université métropolitaine d'Oslo est une université publique norvégienne créée en 2018, devenue l'une des plus grandes institutions de recherche en sciences sociales de Norvège et intégrée à l'Université d'Oslo, créée il y a plus de 200 ans, en 1811 précisément. Je suis un peu plus dans le quartier universitaire, là Oslo Met, c'est la zone universitaire avec tous ces bâtiments là. Le vlog on va s'arrêter là nous pour aujourd'hui au niveau exploration, on se retrouvera de toute façon jeudi pour découvrir la suite d'Oslo, puisque demain je pense que j'irai faire un tour dans les environs. Mais bref, on verra ça dans les prochains jours. Ouais, juste comme je suis en train de le longer, là il y a un énorme parc, c'est le parc du Palais Royal, avec le Palais Royal évidemment au milieu. Il y a la mairie d'Oslo aussi pas très loin, et le centre-ville tout simplement. Donc on se retrouvera ici la prochaine fois qu'on vient sur Oslo pour découvrir tout ce quartier et le reste.